Bonjour à tous, bienvenue pour ce troisième épisode de la SFC Répond à vos questions, un programme qui décortique les recommandations européennes sur la fibrillation atriale. Je suis Guillaume Bonnet, je suis chef de clinique et cardiologue au CHU de Bordeaux. On a le plaisir aujourd'hui d'être avec le professeur Ariel Cohen, chef de service de l'hôpital Saint-Antoine à Paris et aussi président de la Société française de cardiologie. Bonjour Ariel. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc, durant ces 8 épisodes, donc c'est le troisième épisode d'une série de 8 épisodes, en 30 minutes, on va essayer à chaque fois de décortiquer un élément, une thématique spécifique des recommandations sur l'AFA. Donc aujourd'hui, on a 30 minutes pour décortiquer l'anticoagulation, donc le A du fameux ABC des guidelines sur l'AFA. Donc cette anticoagulation, spécifiquement dans la prise en charge de l'AFA, donc on va essayer de voir un petit peu les indications, les contre-indications, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on arrête, quand est-ce que ça saigne, avec le professeur donc Ariel Cohen. La prochaine slide, ça va être sur nos conflits d'intérêts. Donc, vous voyez qu'on a quelques conflits d'intérêts. Et bien sûr, les objectifs du programme. Ariel, les objectifs, quels sont-ils? Alors, mon cher Guillaume, ce qu'on a décidé, c'est d'abord de nous assurer que nous parlons tous le même langage, évaluer à la fois le risque ischémique et le risque hémorragique, car ça va être vraiment le pari de réduire ce risque ischémique en n'augmentant pas le risque hémorragique. Ensuite, discuter des indications des AO dans la FA. Et enfin, discuter la place des anticoagulants oraux directs dans la cardioversion. Évidemment, on essaiera au travers des questions et des échanges de répondre à d'autres questions, mais voici les principaux objectifs. Mes chers amis, nous allons essayer dans les 15-17 minutes qui suivent de répondre à la question de qu'est-ce que c'est que le A de notre ABC. On a donc bien ici le texte de base, les recommandations de l'ESC que nous allons décliner. Puis nous avons eu la chance d'avoir un texte qui est paru donc hier de l'ERA, la société donc des rythmologues européens, dirigée comme vous le savez par le président élect de la Société française de cardiologie, le professeur Christophe Leclerc, autour des modalités pratiques. Alors, suivante, vous avez donc bien en tête cette complémentarité de ces approches avec là cette position qui va être déclinée par Jan Steffel. Et donc, je voulais vous rappeler dans la diapositive suivante de qu'est-ce que c'est que ce CCABC. Donc, le traitement anticoagulant vise à réduire le risque ischémique cérébral en particulier, mais embolique artérielle périphérique en général. Et vous aurez donc d'autres sessions webinaires autour du B d'ABC, autour du contrôle des symptômes, et le C de l'optimisation du contrôle des comorbidités. Alors, la raison pour laquelle j'en parle malgré tout, car je vais essayer de vous montrer, diapositive suivante, que dans les scores de risque, bien sûr, il faut que vous ayez conscience que si l'on prend par exemple en considération un certain nombre de déterminants d'un score de risque, par exemple l'âge, le genre, l'antécédent embolique, l'insuffisance cardiaque, l'hypertension artérielle, le diabète, la maladie athéroscléreuse, vous avez reconnu le score CHA2-VASc, eh bien, le poids relatif de chaque facteur de risque n'est pas exactement le même. Je vous l'ai indiqué en hasard ratio du risque donc ischémique, c'est la colonne du milieu, et à droite en multivarié, pour bien que vous voyez que, par exemple, le risque principal concerne les sujets âgés. Vous voyez que l'hasard ratio est à 5, d'où le score de 2 dans le score CHA2-VASc. Et vous voyez que l'antécédent embolique a un hasard ratio à 2,8 de prédiction du risque ischémique, d'où le score à 2 dans CHA2-VASc. Et en revanche, vous voyez que les autres déterminants du score CHA2-VASc ont des hasards ratios qui sont moins élevés. Donc, vous avez la conviction, diapositive suivante, que la base du clinicien au lit du malade, donc pour évaluer le risque ischémique, c'est le calcul du score clinique qui est donc universel maintenant puisqu'il a été adopté par les Américains, par les Canadiens et bien sûr il vient de l'Europe. Et vous voyez qu'on affecte d'un facteur 1 à 2 le facteur de risque qui permet de calculer ce score CHA2-VASc qui est au maximum égal à 9. Et vous avez compris que le risque ischémique cérébral augmente au prorata de cette valeur du score CHA2-VASc, ou si vous préférez, plus le score CHA2-VASc est élevé,
plus le risque embolique artériel est élevé. Et tout à l'heure, on essaiera de discuter ensemble du fait que le score Tchad-Vasc est de façon non étonnante aussi prédicteur du risque hémorragique. On va en parler tout à l'heure. Suivante. Comment essayer de réfléchir ensemble au paysage finalement qui a été très bien décrit dans les recommandations de l'AFA avec cette prise en compte nécessaire non seulement de la charge en FA, on en a parlé lors du premier webinaire, mais également d'un certain nombre de marqueurs de la présence de comorbidité ou de mauvais pronostics. Alors, je vous ai dessiné ici le paysage avec des bulles, mettant en perspective le fait qu'il y a bien sûr des facteurs structurels qu'il faut prendre en considération, la géométrie du cœur et de l'oreille gauche en particulier, mais également des paramètres d'inflammation, des paramètres de la coagulation et peut-être aussi des paramètres qui nous paraissent de plus en plus indispensables à essayer de déterminer, que sont par exemple la présence d'une insuffisance rénale ou d'anomalies de la matrice extracellulaire. Bref, on aimerait bien avoir des informations qui soient moins caricaturales suivantes que le score Tchad-Vasc. Alors, l'idée qui vous vient à l'esprit, qui est naturelle, c'est est-ce que la prise en compte d'un facteur biologique ou d'un facteur morphologique permettrait d'affiner la stratification du risque ischémique? Alors, je vous mets à l'aise tout de suite. La réponse est oui, mais ça n'est pas intégré aux recommandations. Il est possible, en effet, d'ajouter au score Tchad-Vasc un biomarqueur, BNP, troponine par exemple, mais pas seulement. Et il est possible également de rajouter au score Tchad-Vasc la prise en considération d'un paramètre échographique. Ici, je vous ai montré dans ce travail de Providencia que l'on peut mieux prédire le risque d'événements thromboemboliques artériels en prenant en compte les paramètres échographiques. Vous voyez qu'on passe d'une surface sous la courbe ROC de 0,60 avec le score Tchad-Vasc à 0,73 avec les paramètres écho. Alors, ce n'est pas un qu'on a bien sûr en perspective là, mais c'est simplement pour montrer que ça pourrait contribuer à améliorer la façon justement de stratifier le risque thromboembolique artériel. Tout à l'heure, si on a le temps, on vous parlera éventuellement d'un algorithme qui serait éventuellement alternatif ou complémentaire de l'algorithme des recommandations. Diapositive suivante. Je voulais que vous ayez en tête que parmi les à peu près 30 scores disponibles pour évaluer le risque ischémique, il y en a un que j'aimerais brièvement vous citer, c'est le score ABC, qui est au milieu de la diapositive. Et vous voyez que ce score prend en considération l'âge, qui est encore une fois un prédicteur extrêmement puissant du risque ischémique, mais également hémorragique, mais également un biomarqueur, qui est le NT-proBNP ou la troponine, et puis l'antécédent d'AVC. Alors, je ne voudrais pas que vous reteniez ce score comme étant un score alternatif au score Tchad-Vasc, mais que vous gardiez dans un coin de votre mémoire que ce type de score, qui a été également décrit dans le risque hémorragique, pourrait être demain des scores que l'on pourrait évaluer, mais à la condition d'avoir à disposition des paramètres qui sont des biomarqueurs et ou des écomarqueurs. Diapositive suivante. Alors, comme je vous l'ai promis, comme c'est inscrit dans les recommandations, à côté de cette évaluation du risque ischémique, il faut donc bien évaluer le risque hémorragique. Et vous voyez qu'en évaluant le risque hémorragique, on prend en considération un certain nombre de facteurs communs, d'ailleurs, au risque ischémique. Diapositive suivante. Je vous les ai mis en rouge pour que ça vous saute aux yeux. À gauche, la prédiction du risque ischémique avec le score Tchad-Vasc. À droite, le score Aspgled, qui est considéré aujourd'hui dans les recommandations 2021 comme étant une évaluation raisonnable du risque hémorragique. Et vous voyez que l'on retrouve des dénominateurs communs, l'hypertension artérielle, l'âge, l'antécédent d'AVC. Donc vous voyez bien que finalement, pour le dire de façon peut-être un peu plus douce, ce sont les principaux prédicteurs du risque. Et donc, à chaque fois que l'on estime que le risque ischémique vaut la peine de prescrire un traitement hémorragique, eh bien, sachez qu'au prorata de l'augmentation du score Tchad-Vasc, il peut y avoir une augmentation du score Aspgled, mais comme on le verra tout à l'heure, ce n'est pas parce que le score Aspgled devient élevé que ça devient une contre-indication à la prescription du traitement anticoagulant. C'est simplement une invitation à une méditation avant de prescrire le traitement
anticoagulant en prenant bien en considération ce que l'on peut appeler un bénéfice clinique pour le patient. Je n'aime pas cette expression parce qu'on ne va pas dire au patient qu'on va évidemment ne pas l'exposer à un risque hémorragique, qu'on va faire une soustraction du bénéfice et qu'on va ôter le risque hémorragique parce que pour le patient, malheureusement, l'hémorragie, c'est 100% de complications. Diapositive suivante, je vous ai mis le tableau des recommandations 2020 publié en 2021 des facteurs de risque d'hémorragie sous traitement anticoagulant. Vous le savez, il y a des facteurs non modifiables en haut, des facteurs potentiellement modifiables au milieu, et puis des facteurs modifiables. Alors, c'est ceux-là qu'on va regarder ensemble. Eh bien, vous voyez, il y a l'hypertension, il y a les antiplaquettaires et les anti-inflammatoires qui majorent le risque hémorragique, il y a la consommation d'alcool, il y a évidemment l'inobservance qui concerne également, malheureusement, aussi les AOD, et puis il y a des professions ou des loisirs à risque. Et donc, vous voyez bien que cela, à gauche et à droite, le fait qu'il y ait un traitement transitoire par l'héparine, on va en dire un mot tout à l'heure si on a le temps, essayer de proscrire les périodes de relais, veiller à ce que le patient, s'il est sous AVK, ait un INR dans la dose cible avec un temps dans la zone thérapeutique acceptable ou préférer un AOD, raison pour laquelle les AOD sont préférés maintenant dans cette indication. Et puis, bien sûr, il faut choisir le traitement anticoagulant approprié à la bonne dose, mais ça tombe sous le sens. Et vous voyez qu'il y a également, à côté des facteurs non modifiables pour lesquels je fais l'impasse, des biomarqueurs qui permettent également donc de participer à la stratification du risque hémorragique. Donc peut-être que demain, le score, peut-être composite que l'on aura, intégrera les deux. Suivante. Alors je vous ai mis ce tableau qui vient des recommandations aussi pour résumer ce que je viens de dire avec ces 4 colonnes principales. Il faut donc bien prendre en considération les facteurs de risque qui caractérisent et qui déterminent le score CHA2-VASc. Il faut bien prendre en considération toutes les comorbidités. Il faut bien prendre en considération, mais pas dans un scoring, mais ça ne nous empêche pas d'y réfléchir, un certain nombre de biomarqueurs qui soient donc soit en imagerie, on peut les appeler écomarqueurs si vous préférez, soit en IRM par exemple. Quand il y a une maladie des petites artères, on sait que ça majore le risque hémorragique. Les neurologues détestent les hypersignaux et surtout les microbleeds qui sont malheureusement un stigmate du risque hémorragique. Et enfin, les biomarqueurs circulants ou dans les urines. Donc, retenez que le score CHA2-VASc pour la partie ischémique, le score ASBLED pour la partie évaluation hémorragique reste notre pain quotidien, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à des perspectives. Suivante. Alors, je ne pouvais pas m'empêcher de vous montrer quand même cette diapositive qui montre le score ABC qui évalue le risque ischémique, je vous en ai parlé, mais également le risque hémorragique. Et vous voyez que les surfaces sous la courbe qui ne sont pas indiquées là, mais les valeurs donc du C statistique ne sont pas très élevées, inférieures à 0,70, mais retenez que le score ABC qui prédit le risque ischémique est supérieur au CHA2-VASc et que le score ABC saignement est supérieur au ASBLED. Donc, je vous en prie, ne retenez pas trop cette partie-là. Je voulais simplement que vous ayez en tête ces nuances. Suivante. Alors maintenant, on va aller beaucoup plus vite, je vous rassure. Il y a donc un algorithme suivant qui a été proposé dans les recommandations. Mais alors celui-là, vous le connaissez au moins aussi bien que moi. Vous savez que la première étape, c'est évidemment de calculer le score CHA2-VASc. Et donc, évidemment, dès l'instant où le score CHA2-VASc est supérieur ou égal à 2, eh bien, ça va être une indication à une évaluation du risque hémorragique et une prescription du traitement anticoagulant. Et 2, c'est évidemment une valeur générique. Vous savez que chez la femme, il y a déjà un paramètre 1 dans le score CHA2-VASc qui appartient donc au genre. Et donc, c'est pour ça qu'il est indiqué au bas de cet algorithme qu'à droite, le traitement anticoagulant est une indication de classe 1A. Donc, lorsque le score CHA2-VASc est supérieur ou égal à 2 chez l'homme, supérieur ou égal à 3 chez la femme, à cause du 1 lié au genre. Et par contre, lorsque le score est égal à 0 ou à 1 chez l'homme ou à 2 chez la femme, le traitement anticoagulant doit être envisagé et c'est une classe 2A en veillant
bien sûr, à préférer les AOD. Vous voyez comme c'est marqué en bas de ma diapositive en première intention, car le risque hémorragique est moindre, en particulier le risque hémorragique intracérébral. Suivante. Alors maintenant, on peut rapidement balayer les recommandations, comme je vous l'annonce dans mon titre. Et sur ce premier tableau des recommandations, vous voyez indiqué en 1A, on va juste s'arrêter là si vous voulez bien, que les AOD sont recommandés de préférence aux AVK. Et j'aimerais que vous reteniez d'emblée, même si je dois le répéter à un autre moment, c'est à l'exclusion des patients porteurs d'une prothèse valvulaire mécanique ou d'une sténose mitrale au-delà d'un grade modéré, c'est-à-dire avec une surface inférieure à 1,5 cm². Ne l'oubliez pas, s'il vous plaît. Ensuite, vous voyez que le score CHA2DS-VASc reste quand même la première étape du raisonnement pour la réflexion sur la prescription du traitement. Et puis, ce traitement anticoagulant, bien sûr, est indiqué, comme je vous l'ai dit, avec ces niveaux de score de risque que j'ai indiqués dans l'algorithme. Diapositive suivante. Là, je vous ai mis donc d'autres types de recommandations que j'ai trouvées intéressantes. Et j'insiste là, et je vais commenter simplement les deux premières lignes de cette diapositive. Il faut évaluer le risque hémorragique. Il faut donc vraiment calculer le score Hasbled, identifier ces facteurs de risque dits modifiables et évidemment identifier les patients à haut risque d'hémorragie parce que, évidemment, le suivi et les modalités de prescription seront un peu adaptées. Et puis, on redit que le score Hasbled reste vraiment le score le plus utilisé après avoir disparu des recommandations précédentes. Et on verra tout à l'heure que cette prise en compte de ce score Hasbled ne doit pas être considérée, même quand il est au-delà de 3, comme une contre-indication. Par contre, il faut bien évaluer l'évolution des éventuels facteurs de risque hémorragique qui peuvent évoluer dans le temps. Et donc, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus. Et sur la dernière ligne, qui est que, eu égard à la nécessité d'avoir un temps dans la zone thérapeutique supérieur à 70% avec les AVK, alors décidément, on peut considérer que les AOD ont remplacé presque complètement, en dehors donc de deux contre-indications que je vous ai rappelées, les prothèses mécaniques valvulaires et la sténose mitrale. Donc je ne commenterai pas à nouveau cette diapositive, encore des recommandations du traitement anticoagulant. Pour maintenant, si vous voulez bien, sur la diapositive suivante, vous dire un mot de la situation particulière de la cardioversion. Alors, vous le savez, hier, on était plutôt dans des situations où on prescrivait des héparines de bas poids moléculaire. On discutait de cette période singulière où, encadrant la cardioversion, le risque ischémique était majoré. Et donc, on a beaucoup réfléchi à cela. Et vous voyez, sur les recommandations, sur les 3 diapositives que je vais vous montrer maintenant, il faut premièrement évaluer, bien sûr, est-ce que le patient est ou non sous AOD ou sous anticoagulant en général. Et donc, ce que l'on préconise, c'est, s'il n'est pas sous AOD ou anticoagulant en général, de démarrer le traitement plutôt donc anticoagulant oral direct, encore une fois, de façon à avoir une hypocoagulation rapide, mais bien sûr, il n'y a pas de contre-indication à prescrire une héparine si par ailleurs, il y a des indications à prescrire de l'héparine. On a maintenant suffisamment d'essais thérapeutiques pour montrer qu'il y a une non-infériorité des AOD dans l'encadrement de la cardioversion. Diapositive suivante, niveau 2 de la réflexion pour la cardioversion, eh bien, c'est la prise en considération de la nécessité ou non de faire une cardioversion élective lorsque la FA concerne un sujet qui est en FA depuis au moins 48 heures. Et vous voyez que dans les recommandations, il est différencié les deux situations, mais avec l'idée générale qui est que avant, bien sûr, d'engager une cardioversion électrique, même si elle est précédée par une cardioversion pharmacologique, il faut absolument vérifier que le patient soit sous un traitement anticoagulant efficace. Et certaines études et certaines recommandations précédentes avaient préconisé de faire des échographies œsophagiennes à chaque fois que la qualité de l'hypocoagulation, que l'observance du patient n'était pas considérée
comme suffisamment contrôlée. Il n'est pas question, bien sûr, de cardioverter un patient qui a un risque de thrombose intra-auriculaire gauche. Et puis, diapositive suivante, qui est donc la stratégie de l'anticoagulation post-cardioversion. Alors là, il faut simplement retenir que c'est au minimum 4 semaines chez les patients à faible risque ischémique, avec des scores CHA2DS2-VASc à 0 ou 1. Chez la femme, le 1, bien sûr, le 0, c'est chez l'homme. Donc, le score CHA2DS2-VASc à 0, théoriquement, n'est pas une indication à poursuivre un traitement anticoagulant au-delà des 4 semaines, mais il faut respecter cette anticoagulation de 4 semaines initiales parce qu'il y a un risque thromboembolique lié à la phase de sidération de l'oreillette avec une augmentation de tout ce qui concerne les paramètres de risque de stase intra-atriale. En revanche, le raisonnement est exactement le même qu'en l'absence de procédure de cardioversion préalable. Pour les scores CHA2DS2-VASc supérieurs ou égal à 2, il y a une indication au traitement anticoagulant au long cours. Et puis, je vais terminer sur un cas particulier, parce qu'on ne peut pas tout traiter, bien sûr, dans le temps qui nous est imparti, qui est la maladie coronaire. Diapositive suivante. Donc, j'ai pris cette diapositive du travail de Stéphane qui vient de paraître, qui montre bien qu'il faut considérer chez les patients en fibrillation atriale avec une indication donc à une revascularisation ou qui viennent de présenter un syndrome coronaire aigu. Donc, vous voyez que il y a deux situations qui sont bien décrites, qui sont d'une part l'angioplastie élective avec l'indication donc d'une triple association anticoagulant aspirine clopidogrel pendant une durée brève maintenant, qui est de 7 jours, avec ensuite un traitement double anticoagulant oral plutôt AOD avec clopidogrel pendant les 6 mois qui suivent. Et au-delà des 6 mois, on prescrit donc en monothérapie un NOAC. Et puis, en cas de syndrome coronaire aigu, avec une revascularisation, vous voyez que la durée de la triple thérapie peut être prolongée. Et le facteur qui permet de pondérer les deux attitudes, c'est la prise en considération des facteurs qui permettent d'estimer que le risque hémorragique est élevé, auquel cas il faut réduire la durée de la triple association versus les patients qui sont à risque ischémique, soit anatomique, soit lié à la lésion, qui oblige donc à prolonger cette triple association qui, on le sait, malheureusement est associée à un surrisque hémorragique. Diapositive suivante, donc je vous ai mis cela sous la forme de recommandations et vous voyez que chez les patients en FA éligibles aux AOD, eh bien, on retient ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, que l'AOD est préférée à l'AVK lorsqu'il y a une association à un antiplaquettaire. C'est une recommandation 1A. Et je vais commenter simplement rapidement les deux recommandations qui suivent, car je vous en ai parlé. Chez les patients à haut risque hémorragique caractérisés par un score ASBLED à plus de 3, il faut envisager donc l'administration de rivaroxaban 15 mg, de préférence à 20 mg, donc une dose réduite pendant la durée du traitement antiplaquettaire simple ou double, et cela afin de réduire le risque hémorragique. C'est une recommandation 2AB. Et enfin, une dernière recommandation 2AB concerne le dabigatran avec le même raisonnement, vous voyez, en préférant la dose réduite, 110 x 2, mais qui a été testée, versus la dose optimale, on va dire, qui a été également testée à 150 x 2. Et cela, bien sûr, pour réduire le risque hémorragique de la double ou de la triple association. Et je vais aller directement vers ma conclusion, si vous voulez bien. Comme ça nous laisse le temps de discuter. Alors, on a pensé avec Guillaume qu'il fallait vous rappeler les 2C, les 4S et l'ABC. Je pense que vous l'avez en tête. Confirmer, caractériser la FA. Évaluer, bien sûr, la sévérité des symptômes, le risque ischémique, aussi la durée de la FA et la recherche du substrat. J'y ai beaucoup insisté. Et ensuite, on a parlé du traitement anticoagulant. Je pense qu'on vous a convaincu de ce que les AOD sont supérieurs aux AVK et que la maladie coronaire, évidemment, est une situation très particulière, surtout après une revascularisation, mais qu'elle nécessite chez les patients en FA des précautions particulières. Il y a des questions qui ne sont pas résolues, qu'on ne pourra pas résoudre ce soir. C'est quid de la thrombose cavitaire auriculaire dans l'oreillette gauche ou dans le ventricule gauche. Il y a des données qui sont disparates. Quid du TAVI avec des données qui, pour le moment, on va dire, font discuter l'indication des AOD. Et je termine en vous rappelant
que l'évaluation du risque ischémique, c'est CHA2-VASc, et que l'évaluation du risque hémorragique, c'est ASBLED. Et jusqu'à la preuve du contraire, ça n'est que cela. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Ariel. Bon, un topo très clair. À chaque fois, on apprend toujours quelque chose. Beaucoup de réactions face à ce topo dynamique, beaucoup de questions. Merci beaucoup d'être tous présents et voilà, d'être avec nous. Une première question sur un petit peu comment on a bien compris que vous arrivez à affiner votre estimation du risque ischémique. Vous arrivez à aller un petit peu au-delà finalement du CHADS, qui reste quand même malgré tout en pratique courante CHADS-VASc la référence. Donc ça, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a dans le patient à bas risque, donc un patient qui est plutôt avec un CHADS-VASc à zéro, dans ce patient à bas risque, est-ce qu'il y a pour vous des cas particuliers où vous êtes un peu plus libéral, où vous allez peut-être aller un peu au-delà de ce score? Est-ce que vous allez un petit peu au-delà finalement dans votre pratique courante par des indicateurs, comme vous avez dit, notamment échographiques? Alors, Guillaume, on est d'accord qu'on est hors recommandation. On est là un clinicien de terrain comme toi et moi, et on peut simplement vous donner deux vérités, si vous voulez bien. J'ai regardé dans mon service quelle était la proportion de patients qui avaient un score CHA2-VASc à zéro qui sortaient sous anticoagulant. 60%. Et ça correspond d'ailleurs aux données des registres européens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que beaucoup de nos patients ont été cardiovertés et donc ils sortent sous AOD. Mais pour vous dire la vérité, il y en a quelques-uns qui n'ont pas été cardiovertés. Alors, qu'est-ce qui a été pris en considération? Eh bien, c'est ce que tu as dit, Guillaume. C'est que le clinicien cardiologue a considéré qu'une oreillette dilatée était un surrisque ischémique, même dans le score CHA2-VASc à zéro, et que peut-être que la dysfonction VG ou la FEVG limite était aussi un risque, et que peut-être le fait de garder une CRP élevée, comme on sait que c'est satellite de l'inflammation, c'était un facteur de surrisque. Donc, ce qu'on a envie de dire, c'est que si on se calque sur les recommandations, il n'y a pas de raison, mais dans le monde réel, je pense qu'on s'adapte, comme on vient de le dire, à cette réalité qui est la morphologie. Alors, permettez-moi de vous rappeler une étude qui est Navigate ESUS, rapidement, hein, pour vous dire que ce sont donc des patients qui ont présenté un AVC de cause indéterminée, et ils ont donc eu une stratégie de traitement anticoagulant par le rivaroxaban versus un traitement conventionnel par aspirine. Je voulais vous rappeler que c'est une étude qui est donc négative, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supériorité de l'AOD par rapport à l'aspirine, mais il y a un sous-groupe qui est oreillette gauche dilatée où il y a un bénéfice de l'anticoagulant. Voilà, mettez ça dans un coin de votre mémoire. En tout cas, ça a du sens par rapport à notre sens clinique, en tout cas. Il y avait aussi une question par rapport à l'apnée du sommeil. Est-ce que pour vous, ça reste un des facteurs finalement qui peut apporter de la prédiction du risque ischémique? L'apnée du sommeil, question de l'audience. Alors, c'est vraiment une bonne question parce que c'est en résonance avec ce que j'essaye de vous dire, c'est que chacun des facteurs de risque considérés individuellement pour prédire le risque ischémique est donc affecté d'un risque qui est quelque peu différent. Alors, le surpoids, qui est, on va dire, un des facteurs importants ou prépondérants dans la genèse du SAS, est vraiment un facteur prédictif, vraiment, du risque de complications ischémiques, entre autres, et probablement qu'il y a un remodelage atrial qui est particulier dans la surcharge pondérale, avec, comme tu le sais, une oreillette gauche qui est dilatée et un certain degré d'augmentation de la masse du ventricule gauche. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a un substrat qui est anormal chez ces patients qui peut expliquer une exposition à un surrisque. Et donc, c'est fondamental de corriger ces comorbidités. Et en plus, il a été démontré que ça permet de corriger une partie du remodelage et ça réduit le risque de récidive et de FA et ça réduit probablement également, probablement seulement, le risque ischémique. Donc oui, c'est important, je pense. Au-delà de l'indication anticoagulation, quelque chose qui nous est un peu plus difficile, cardiologue, notamment les jeunes, c'est quand est-ce qu'on arrête les traitements anticoagulants, notamment chez le patient un peu chuteur. C'est une question qui est posée par le chat et c'est aussi une question que j'avais envie de vous poser, qui est une question finalement pratique chez des patients parfois qui chutent et qui peuvent présenter des syncopes. Merci Guillaume, car je ne connais pas la réponse à ta question. Alors, je vais m'en sortir avec une pirouette. On est entre nous. Je voudrais vous rappeler, oui, entre nous. Je voudrais vous rappeler que dans les travaux initiaux de Brian Gagé, hein, qui a décrit le score CHADS, il avait démontré que les patients chuteurs avaient, lorsqu'ils étaient sous anticoagulants, un bénéfice clinique net en faveur de ce traitement et que donc il n'y avait pas de surrisque hémorragique, ou en tout cas,
qui ne compensaient pas le bénéfice de la réduction du risque ischémique. Et puis, plus récemment, il y a des données de registre et des données d'Olivier Hanon, que tout le monde connaît ici, qui ont montré qu'il fallait bien évaluer, bien sûr, le patient chuteur, mais que le bénéfice clinique net reste chez le chuteur en FA, selon des conditions, on va dire, raisonnables, de prescrire un traitement anticoagulant, car, encore une fois, le bénéfice clinique net est en faveur du traitement par AOD. Et donc, on doit considérer que ce n'est pas une contre-indication, il faut simplement évaluer le contexte, essayer de bien regarder les facteurs réversibles du chuteur, les potentiels orthostatiques, certains types d'arythmies, les troubles de la conduction. Une fois qu'on a ôté tout ce qui est finalement un facteur, on va dire, de gravité eu égard à la cause donc de la chute, je pense qu'on peut raisonnablement prescrire, surtout en institution, donc ça, Olivier Hanon insiste beaucoup là-dessus, le traitement anticoagulant qui, décidément, je te le rappelle, Guillaume, améliore également la cognition, puisqu'il a été démontré qu'il y avait une réduction du risque de démence, et pas seulement vasculaire. Olivier Hanon l'a rappelé aussi récemment. C'est aussi le cas après le TAVI, ça n'a rien à voir avec le topo d'aujourd'hui. Autre question sur le suivi des patients anticoagulés. Finalement, est-ce que vous réévaluez ce bénéfice-risque régulièrement à chaque consultation ou avec le cardiologue traitant, le médecin traitant? C'est quoi finalement votre routine de cette réévaluation du rapport bénéfice-risque? Est-ce que vous le faites à chaque consultation de suivi? Guillaume, sincèrement, je ne le fais pas assez bien parce que tu vois, je suis un peu comme beaucoup de collègues ayant une pratique à prédominance hospitalière. J'ai donc envoyé à mon correspondant et à mon collègue et ami libéral le résumé et le compte rendu. Et puis, j'ai considéré sûrement à tort qu'il connaît les recommandations comme moi et que donc il peut appliquer les règles de la prescription, du suivi, du contrôle de la fonction rénale en particulier, du contrôle des sujets âgés pour tout ce qui concerne également le risque d'évolution en aigu d'une insuffisance rénale par déshydratation. Et donc, sincèrement, on ne le fait pas assez régulièrement. Alors, je crois qu'il y a une vraie réflexion et on l'a engagé, nous, dans le service, et je sais que beaucoup de mes collègues aussi y réfléchissent, sur la définition d'un parcours du patient en FA. Et on est en train d'y travailler avec beaucoup d'autres collègues, et je pense également en parler aussi à la Société française de cardiologie, pour essayer quand même d'essayer d'établir des garde-fous pour ces patients, car je pense qu'aujourd'hui, ils sont insuffisamment, en tout cas par moi, mal, et insuffisamment suivis de façon régulière et un peu de façon liturgique, c'est-à-dire bien vérifier, comme tu l'as dit, régulièrement le score de risque ischémique, le score hémorragique. Laissez-moi vous faire sourire juste sur un point, si vous voulez bien, rapidement. Vous voyez, dans les études cliniques que l'on fait, nous, à l'hôpital, sur le sujet de la FA, je voudrais que tout le monde se souvienne que le score CHA2-VASc, comme le score ASBLED, sont évolutifs. Et donc, lorsqu'on inclut un patient avec un score CHA2-VASc à 0 ou à 1, il évolue dans le temps avec l'apparition des comorbidités ou des facteurs de risque. Et pareil pour le ASBLED. Et donc, c'est une faute de ne pas réévaluer ces scores. Et donc, j'insiste, parce que nous, dans nos études cliniques, on corrige nos imperfections de cliniciens parfois. Et donc, je voudrais vraiment que vous y pensiez. Il y a un papier récent qui est paru de l'équipe de Greg Lipp qui montrait que la majorité, ou en tout cas une partie des événements ischémiques chez les sujets ayant des scores bas survenaient parce que le score avait évolué. Donc, attention à la réévaluation des scores qui doit être faite régulièrement. Eh oui, les patients, ils ont le droit aussi de changer de risque au cours du temps et c'est à nous de s'ajuster. Et c'est pas facile à gérer finalement ces données longitudinales dans le temps et on l'intègre finalement en tant que clinicien, mais le poser sur la table, c'est pas si facile. Et dans ce même milieu du parcours, cette période finalement du relais, le fameux relais d'anticoagulation, je pense que c'est vraiment une période qui a été démontrée comme une période à risque, hémorragique ou ischémique. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que vous êtes plutôt libéral, c'est-à-dire à mettre plus facilement deux anticoagulations pour être sûr que les patients sont bien anticoagulés, ou est-ce qu'à contrario, vous allez éviter et vous allez permettre à un patient pendant 3-4 jours à être un petit peu moins anticoagulé? C'est quoi finalement votre position cette période du relais, qui est une période à risque? Alors, Guillaume, la réponse est compliquée, mais ce que je voudrais que nos amis retiennent de nos échanges passionnants de ce soir, en tout cas pour moi,
c'est que le risque thromboembolique de l'AFA est un risque à moyen-long terme et non pas un risque à très court terme. On est en train de prévenir un risque ischémique pour le long terme. Et donc, on a beaucoup évolué dans le temps, tu le sais, grâce aux travaux de James Duketis, en particulier notre collègue américain, qui a montré que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, les périodes de relais étaient les périodes malheureusement propices à la survenue des événements hémorragiques en particulier et non pas ischémiques. C'est-à-dire qu'on protège le patient dans notre esprit, mais en fait, on l'expose à un surrisque hémorragique. Et puis, n'oublie pas aussi, Guillaume, tu as un autre modèle qui est quasi expérimental, c'est les patients qui ont des FA post-opératoires ou réanimatoires dans des contextes donc, de choc. Alors, ceux-là, tu le sais, ils font de l'AFA avec une prévalence très élevée, jusqu'à 30% pour ces patients, et tu sais qu'eux sont exposés à un surrisque hémorragique lorsqu'ils sont anticoagulés. On l'a démontré récemment avec Vincent Labbé, avec qui je travaille. Et donc, je résume mon propos en disant que les situations de relais doivent être exceptionnelles. Et d'ailleurs, on a maintenant suffisamment d'essais pour montrer que arrêter de façon brève le traitement anticoagulant oral direct, puisque c'est le plus facile aujourd'hui à manier lors des procédures de cardiologie interventionnelle ou de rythmologie interventionnelle, ne pose aucun problème à court terme et permet vraiment de réaliser la procédure de façon optimale sans exposer le malade à ce risque hémorragique à court terme. Donc je redis avec poids ce que je viens de dire. Pour un bénéfice putatif d'une réduction du risque ischémique à court terme qui est quasiment égal à zéro, on prend un surrisque hémorragique à court terme pendant les périodes de relais. Donc, sauf situation exceptionnelle, il faut essayer d'éviter ces périodes. Et puis, bien sûr, Guillaume, et j'arrête là-dessus, il y a des cas où on ne peut pas ne pas faire de relais. Les prothèses mécaniques ou les embolies pulmonaires aiguës, personne n'en parle ici. Donc, on a compris que dans ces situations-là, on est obligé de passer par les fourches codines du relais. Bien sûr. Une dernière question qui va être posée, quel est le bilan biologique de base pour une décision d'instaurer ou non un traitement AOD pour vous? Quel est le bilan biologique pour le petit talk kit pour finir? Je ne retiendrai que la fonction rénale, Guillaume, et qu'il faut penser à demander aussi en cours de traitement. Comme tu le sais, dans les RCP, c'est indiqué 1 à 2 fois après l'institution. Rappelle-toi que la fonction rénale évolue dans le temps, comme d'ailleurs le reste, et que donc là où on expose les patients à un surrisque, il y aura d'ailleurs un webinaire dédié que je vais modérer d'ailleurs avec un de nos collègues néphrologues autour de cette thématique. Mais je voudrais que nos amis retiennent que la situation d'insuffisance rénale, bien sûr, en dehors de l'insuffisance rénale chronique, parce que l'insuffisance rénale chronique, on la connaît par cœur, elle augmente le risque ischémique, elle augmente le risque hémorragique. Mais l'insuffisance rénale aiguë, elle augmente que le risque hémorragique. Et donc, comme c'est notre obsession de ne pas exposer notre patient à une perte de chance, alors il faut vraiment avoir une fonction rénale récente. Voilà, le reste, sincèrement, on peut discuter avec toi du reste, mais c'est vraiment ce dont il faut disposer avant et pendant le suivi du traitement et régulièrement. Bon, on s'est incroyablement amusé encore aujourd'hui à se balader sur ces traitements, la stratification du risque. On a compris le CHADS, le HAS-BLED, on a compris les situations aussi cliniques, on a compris tout le bon sens qu'on doit mettre en place pour arriver à bien traiter nos patients et parfois difficilement réévaluer au cours de tout leur parcours parce que c'est pas facile de les suivre aussi, ces patients. Et merci beaucoup Ariel d'avoir préparé et partagé toutes ces informations pour cette 3e épisode de notre série La SFC répond à vos questions à propos donc des guidelines de l'ESC sur la prise en charge de l'AFA. Donc le prochain rendez-vous, c'est le jeudi 27 mai 2020 avec le professeur Christophe Leclerc et le Serge Conator. 4e soirée, 4e série, ce sera le B de la stratégie ABC pour bien contrôler les symptômes et bien contrôler le rythme. Donc merci beaucoup Ariel et merci aussi aux partenaires Bayard pour leur soutien institutionnel à ce programme.